J'ai souri en signant ma lettre de démission. Un sourire si radieux qu'il a illuminé la salle de réunion comme un soleil d'été sur la Seine. Mais derrière ce masque, j'avais déjà versé le poison dans leur verre, pas du cyanure. Non. Quelque chose de bien plus subtil. Un venin légal qui rongerait leurs empires de l'intérieur. Et le plus beau, ils m'avaient forcé à endosser leurs crimes. À porter le poids de leurs mensonges comme une croix sur les épaules d'une sainte laïque. Mais sainte. Je ne l'étais plus, j'étais devenu leur bourreau. Paris. Cette ville des Lumières qui cache tant d'ombre. M'avait vu naître et renaître dans le sang de la trahison. Mon nom est Élise Moreau. Et si vous lisez ceci, c'est que le couperet est tombé, ou qu'il est sur le point de tomber sur quelqu'un d'autre. Le bureau de la tour Montparnasse bourdonnait d'une fausse effervescence ce matin-là. Quand j'ai franchi les portes vitrées de la firme Duval et Associés. Les murs de verre reflétaient mon reflet pâle. Un fantôme en tailleur noir ajusté. Mes talons claquant comme des coups de feu sur le marbre poli. J'avais 32 ans. Et j'étais la meilleure analyste financière qu'ils aient jamais eue, ou du moins. C'est ce qu'ils me disaient avant que tout ne bascule. Avant que Pierre Duval, mon mentor, mon amant secret, ne me trahisse pour sauver sa peau. Tout avait commencé 6 mois plus tôt, lors d'une soirée arrosée au Fouquet's, sous les arcades des Champs-Élysées. Pierre m'avait pris à part, son souffle chaud contre mon oreille, promettant monts et merveilles. Élise, ma chérie, tu es l'avenir de cette firme. Joins-toi à moi pour ce deal avec les Émirats, des millions. Une promotion fulgurante. Ses yeux bleus, ses yeux de loup déguisés en agneau, m'avaient ensorcelé. J'avais dit oui. Bien sûr. Qui aurait pu résister à l'appel de l'ambition parisienne? À ce mirage de pouvoir qui fait briller les yeux plus que les lustres de cristal? Le deal en question, une fusion opaque avec une holding qatari. Baptisée Projet Phoenix. Sur le papier. C'était légitime, investissement dans l'immobilier vers le long de la Seine. Des tours éco-responsables qui promettaient de verdir la skyline de la capitale. Mais sous la surface, c'était un labyrinthe de pots de vin, de comptes offshore aux Caïmans, et de manipulations fiscales qui auraient fait rougir même les plus cyniques des banquiers de la place Vendôme. Pierre orchestrait tout, avec son acolyte, Marc Lefebvre, un serpent visqueux aux sourires huileux, toujours prêt à trahir pour un os à ronger. Moi, j'étais l'exécutante innocente. J'avais rédigé les rapports, validé les chiffres, tout en ignorant les zones d'ombre que Pierre effaçait d'un geste de la main. Fais-moi confiance. Élise. C'est pour nous. Nous. Ce mot m'avait fait fondre comme du camembert au soleil. Nous. C'étaient les dîners intimes dans son appartement haussmannien du Marais. Les week-ends volés à Deauville. Les murmures d'amour entre 2 verres de Château Margaux. J'étais amoureuse. Ou du moins, je le croyais. Aveugle. En vérité. Puis, le couperet. Un audit surprise de la DGCCRF. Ces chiens de garde de la concurrence qui flairent les odeurs de corruption comme des truffes dans la forêt de Fontainebleau. Les enquêteurs avaient débarqué un mardi pluvieux. Leurs imperméables dégoulinant sur le sol impeccable du hall. Ils avaient fouillé, interrogé, et trouvé, oh, comme ils avaient trouvé, des mailles effacées mais récupérables. Des transferts suspects vers des paradis fiscaux. Des signatures falsifiées qui pointaient toutes vers moi. Élise Moreau. Vous êtes en état d'arrestation pour blanchiment d'argent et fraude fiscale. Les menottes froides sur mes poignets. Le flash des photographes à la sortie du commissariat du 36 quai des Orfèvres. Pierre, il était là. En retrait. Son visage un masque de compassion feinte. Je suis désolé. Ma chérie. C'était un accident. Un accident? J'aurais dû voir les fissures dans son armure. Ces nuits où il rentrait tard. Son téléphone verrouillé comme une forteresse. Mais l'amour. Ce traître. M'avait rendu sourde et muette. Les mois suivants furent un enfer kafkaïen. Emprisonné à Fresnes. Cette forteresse grise au sud de Paris. Entouré de femmes dont les histoires faisaient pâlir les miennes. J'ai appris à survivre là-bas, les alliances fragiles dans la cour de promenade. Les murmures de complot sous les couvertures rêches. Le goût amer du café soluble qui masque à peine le désespoir. Mon avocat, un jeune loup de Nanterre nommé Julien, m'a défendu avec acharnement. Mais les preuves étaient accablantes, toutes signées de ma main. Ou du moins, contrefaites à la perfection. Pierre avait tout prévu, mes codes d'accès volés lors d'une nuit d'amour. Mes empreintes numériques clonées comme un mauvais rêve cybernétique. Au tribunal de Paris, sous les lambris du palais de justice, le verdict est tombé comme une guillotine, 5 ans de prison ferme. Avec sursis partiel pour bonne conduite. Bonne conduite? J'ai ri. Un rire hystérique qui a fait sursauter les journalistes. Pierre et Marc, intouchables, ont témoigné contre moi, jurant que j'étais la tête pensante.
La femme fatale ambitieuse qui les avait piégés. Elle nous manipulait tous. A dit Pierre. Les larmes aux yeux, des larmes de crocodile. Bien sûr. Le public. Ce troupeau parisien friand de scandale. M'a lapidé dans les colonnes du Figaro et du Monde, l'arnaqueuse de Montparnasse. La séductrice perfide. Mais dans ma cellule. Seul avec le bruit des clés qui tournent. J'ai forgé mon plan. Pas de hache. Pas de sang, non. Une vengeance à la française. Élégante. Impitoyable. Tissée de fils juridiques et de secrets enfouis. J'ai contacté Julien en secret. Lui glissant des indices sur un bout de papier hygiénique, les numéros de compte. Les noms codés. Les nuits où Pierre avait confessé ses doutes sous les draps. Julien a creusé. Et ce qu'il a trouvé m'a fait sourire pour la première fois depuis des mois. Pierre n'était pas seulement un traître, il était un imposteur. Fils illégitime d'un magnate de l'industrie. Il avait falsifié son CV pour grimper les échelons. Et pire, il avait un frère jumeau. Un fantôme du passé. Mort dans un accident douteux 20 ans plus tôt. Libéré sous caution après 2 ans, grâce à un appel improbable de la Cour européenne des droits de l'homme. Ironie du sort, je suis revenu à Paris comme un spectre. La ville m'avait changé, ses boulevards haussmanniens semblaient plus étroits. Ses cafés plus froids. J'ai loué un studio minuscule à Belleville. Quartier des ombres et des artistes maudits. Et j'ai commencé à tisser ma toile. D'abord. Infiltrer à nouveau la firme. Sous un faux nom. Claire Dupont. Assistante administrative lambda. J'ai postulé et été embauché, oh. La facilité de l'oubli dans une métropole qui mâche et recrache les âmes. Pierre ne m'a pas reconnu au début. Mes cheveux teints en blond. Mes lunettes à monture épaisse. Un maquillage qui effaçait mes traits. J'étais son ombre. Glissant dans les couloirs. Photocopiant des dossiers. Écoutant aux portes. Marc. Sera. Était toujours là. Plus gros. Plus arrogant. Promenant ses maîtresses dans les couloirs comme des trophées. Il riait de moi dans les ascenseurs. La Moreau, une idiote qui s'est fait prendre. Si seulement elle avait su fermer sa gueule. Si seulement il savait que j'étais là. À 2 pas. Notant chaque mot. Chaque faiblesse. Mon premier coup, un mail anonyme à la concurrence. Révélant un détail mineur du projet Phoenix, assez pour déclencher une enquête mineure. Mais qui minerait leur confiance. Pierre a paniqué. Convoquant une réunion d'urgence. C'est là que j'ai frappé plus fort. J'ai accidentellement laissé traîner un dossier sur son bureau. Contenant des preuves de son adultère avec la femme de Marc. Chaos immédiat. Marc a hurlé. Pierre a nié. Et la firme a tremblé sur ses bases. Mais ce n'était que l'appétit flèche. Le hors-d'œuvre avant le festin. La nuit. Dans mon studio. Je revivais les souvenirs comme des plaies ouvertes. Pierre et moi. Marchant le long de la Seine au crépuscule. Ses doigts entrelacés aux miens. Je t'aime. Élise. Pour toujours. Mensonge. Il m'avait aimé comme on aime un pion sur un échiquier, utile jusqu'à ce qu'il faille sacrifier. Et le secret qu'il m'avait confié un soir. Ivre de vin rouge, son frère. Étienne. Mort dans un crash de voiture suspect en 2003. Un rival pour l'héritage paternel. J'ai dû l'éliminer. Avait-il dit ça pour se confier? Ou pour me tester? Peu importe, c'était mon arme désormais. J'ai contacté un privé. Un ex-flic renégat de la PJ nommé Raoul. Qui traînait ses clics dans les bars enfumés de Bastille. Pour 5 000 €, économisés goutte à goutte de mon salaire d'assistante, il a exhumé le dossier. Étienne n'était pas mort dans un accident. Frein saboté. Témoin soudoyé. Et Pierre. Le jumeau survivant. Héritier unique. Meurtre au 1er degré. Étouffé par l'argent familial. J'avais le dossier. Des photos jaunies. Des témoignages enterrés. Mais au lieu d'aller à la police, trop facile. Trop propre. J'ai décidé de le servir sur un plateau d'argent empoisonné. Le point de non-retour arriva lors du gala annuel de la firme. Au pavillon Dauphin sous les ors du Louvre. Pierre. En smoking impeccable. Trônait au centre. Toaster en chef. J'étais là en tant que Claire. Serving des coupes de champagne. Mes yeux rivés sur lui comme une louve. Quand il m'a frôlé. Un frisson l'a traversé, reconnaissance fugace? Non. Juste l'instinct du prédateur flairant un danger. J'ai glissé dans sa poche un billet plié. Rendez-vous minuit. Pont des Arts. Viens seul. Pour nous. Signé. Elise. Il est venu. Bien sûr. La lune se reflétait sur les eaux sombres de la Seine. Les cadenas d'amour accrochés comme des chaînes aux barrières. Élise, c'est toi. Sa voix. Un mélange de peur et d'excitation. J'ai émergé de l'ombre. Sans déguisement cette fois.
Mon vrai visage pâle sous la lumière des réverbères. Oui. Mon amour. C'est moi. Et j'ai un cadeau pour toi. Je lui ai tendu le dossier. Page jaunie et photo granuleuse. Ses yeux se sont écarquillés. Puis rétrécis en fente de serpent. Comment. J'ai souri. Ce sourire qui l'avait séduit autrefois. J'ai toujours su lire entre les lignes. Pierre. Contrairement à toi. Il a ri. Nerveux. C'est du bluff. Tu n'as rien. Mais sa voix tremblait. J'ai sorti mon atout, un enregistreur. Capturant sa confession d'il y a des années. Numérisé et prêt à être diffusé. C'est alors qu'il a basculé. Le masque est tombé. Révélant le monstre. Espèce de salope. Tu crois que tu peux me faire chanter, après tout ce que j'ai fait pour toi? Il s'est jeté sur moi. Main autour de mon cou. Le fleuve mugissant en contrebas comme un cœur antique. J'ai lutté. Griffé. Mais il était fort. Nourri à la testostérone des conseils d'administration. Le monde s'est assombri. Les lumières de Notre-Dame dansant comme des étoiles mourantes. Mais j'avais prévu ça aussi. Un sifflet dans ma poche. Strident comme un cri de mouette. Raoul a surgi des ombres. Matraque en main. Coup sec derrière la nuque. Et Pierre s'effondra. Son corps glissant sur le pavé humide. Tu vas payer pour ça. A-t-il craché? Du sang à la bouche. Non. Ai-je murmuré en me penchant sur lui. C'est toi qui vas payer. Pour Étienne. Pour moi. Pour tous ceux que tu as brisés. On l'a traîné dans une péniche abandonnée, amarrée sous le pont. Un reliquat des bateliers d'antan. Là. Attaché à une chaise rouillée. Face au tic-tac d'une horloge volée. J'ai commencé l'interrogatoire. Pas de torture physique, trop vulgaire. Trop américain. Non. La française. La dissection psychologique. Lente. Inexorable. Raconte-moi tout. Pierre. Ton enfance volée. Ton frère assassiné pour un empire de béton. Comment as-tu dormi après? Il a résisté d'abord. Crachant des insultes. Jurant sur la Vierge de Lourdes. Puis. Les fissures. Les larmes. L'aveu, il avait tué Étienne pour plaire à leur père. Un tycoon impitoyable qui régnait sur les chantiers de la Défense comme un roi soleil noir. Mais Marc? Ah. Marc était le twist. J'avais cru Pierre le chef. Mais non, Marc. Ce larbin. Tirait les ficelles depuis l'ombre. Frère caché d'Étienne et Pierre, un troisième jumeau. Abandonné. Nourri de haine. Il avait orchestré le deal pour ruiner Duval et associer de l'intérieur. Venger l'exclusion familiale. Et moi, j'étais le bouc émissaire parfait. L'amante trompée. La femme qu'on sacrifie sans remords. Pierre n'était qu'un pantin. Luttant pour sa survie dans un jeu plus vaste. J'ai confronté Marc le lendemain. Dans son bureau surplombant la tour Eiffel. Il a ri. Un rire gras et triomphant. Élise. Ma belle. Tu as toujours été si prévisible. Pierre était faible. Toi. Un divertissement. Il m'a offert un chèque, 1 million d'euros pour mon silence. Rejoins-moi. Ensemble. On reconstruit. La tentation. Un instant. Paris. La richesse. La revanche partagée. Mais non. J'ai déchiré le chèque. Et sorti l'enregistreur, cette fois. Avec les aveux de Pierre. Et une copie des preuves contre Marc, ses propres transferts. Ses liens avec la mafia corse. Le chaos s'est déchaîné. La police, alertée anonymement, a investi les bureaux. Menottes pour Pierre. Extradition pour Marc vers un tribunal de Nice où ses complices attendaient. La firme s'est effondrée comme un château de cartes sous le vent de la Bastille. Les actionnaires hurlaient. Les employés fuyaient. Et Paris bruissait de mon nom, non plus comme la traîtresse, mais comme la justicière. Pourtant, le chaos n'était pas là. C'était dans la salle d'audience. Quand Pierre, face au juge, a crié « C'est elle. Elle a tout manigancé pour nous détruire. Une folle vengeresse. » Les jurés ont hésité. Divisé, étais-je l'héroïne outragée? Ou la manipulatrice ultime? Marc, plus rusé, a plaidé la folie, accusant Pierre et moi d'un complot incestueux. Le public. Ce cirque médiatique. C'est scindé en camp, justice pour Élise contre victime de la femme fatale. Des manifestations devant le tribunal. Des pétitions en ligne. Des éditos dans le Parisien clamant que j'étais le symbole de la femme française brisée par le patriarcat, ou son poison. Et le twist, dans les dernières heures du procès. Julien m'a glissé un dossier secret, mon propre père. Mort 20 ans plus tôt.
n'était pas un accident de travail sur un chantier. Il avait été éliminé par le père de Pierre, pour un syndicat récalcitrant. Marc et Pierre n'étaient que les pions d'un cycle de vengeance familiale plus ancien. Et moi, Élise Moreau, j'étais la fille illégitime de ce même tycoon, sœur cachée des jumeaux. Le sang corrompait tout. Un héritage maudit comme les rois maudits de Druon. Ai-je révélé ça? Non. J'ai laissé le voile tomber seul. Dans un dernier mail anonyme aux médias. Le scandale a éclaté, dynastie Duval. Empire bâti sur des tombes. Pierre s'est pendu dans sa cellule. Marc a fui vers l'Espagne. Capturé à la frontière comme un rat. Moi, acquitté. Blanchi. Mais marqué à jamais. Paris m'a rendu mon sourire. Mais teinté de cendre. Je marche désormais le long de la Seine. Libre. Mais hanté. La vengeance est un vin doux amer, elle guérit les plaies. Mais empoisonne l'âme. Et vous, lecteur, qui jugerez-vous? La victime? Le bourreau? Ou le monstre qu'ils ont tous créé? Les jours suivant le verdict furent un tourbillon de flashs et de murmures. Un ouragan médiatique qui balaya les rues de Paris comme une brise automnale chargée de feuilles mortes. J'avais gagné. N'est-ce pas? La cour m'avait lavé de tout soupçon, proclamant que j'étais non pas la criminelle, mais la dénonciatrice providentielle. Une Jeanne d'Arc moderne armée non d'une épée, mais d'un clavier et d'un courage forgé dans les geôles de Fresnes. Les féministes m'ont acclamé place de la République. Brandissant des pancartes, Élise, notre sœur vengée. Les conservateurs m'ont maudite dans les salons feutrés du 16e arrondissement, me traitant de destructrice d'empire, empoisonneuse de la confiance sociale. Et moi, au milieu de ce chaos, je souriais, encore ce sourire. Ce masque impénétrable qui cachait les fissures de mon âme. Mais la liberté n'est pas le pardon. Raoul, mon ombre fidèle, m'a retrouvé un soir dans un bistrot anonyme de Ménilmontant. Son chapeau mou rabattu sur des yeux lasses. Élise, c'est pas fini. Marc a des amis. Des gens qui n'aiment pas les langues bien pendues. J'ai hoché la tête, sirotant un pastis dilué qui brûlait la gorge comme un rappel de Provence perdue. Bien sûr que ce n'était pas fini. La vengeance, cette maîtresse jalouse, ne lâche jamais sa proie. Elle vous consume, vous recrée, et vous laisse pantelante, assoiffée de plus. J'ai déménagé, changeant de quartier comme on change de peau. Du grouillant Belleville à l'élégante mais discrète île Saint-Louis, où les hôtels particuliers murmurent des secrets séculaires sous leur façade crème. Mon nouveau refuge, un appartement au dernier étage d'un immeuble du XVIIe siècle, avec vue sur les péniches paresseuses et les cloches de Notre-Dame qui sonnaient leur comme un glas personnel. Là, seul avec mes fantômes, j'ai commencé à dénouer les fils restants de la toile. Le premier fantôme, mon père. Ou plutôt, l'homme que j'avais cru être mon père. Jacques Moreau, ouvrier métallurgiste mort écrasé sous une poutre sur un chantier de la Défense en 2003, la même année que la mort accidentelle d'Étienne Duval. Coïncidence, Raoul avait creusé plus profond, exhumant des archives jaunies de la CGT et des rapports de police classés « accident du travail ». Mais les détails. Ah, les détails étaient un poison lent. Jacques n'était pas mon père biologique. Ma mère, une immigrée bretonne aux yeux verts comme les miens, avait une liaison fugitive avec Henri Duval, le patriarche, lors d'un congrès syndical à Paris. Henri, ce colosse au cigare éternel, avait promis monts et merveilles, puis l'avait jeté comme un Kleenex usé quand elle était tombée enceinte. Jacques, amoureux et perdu, avait épousé ma mère et élevé l'enfant du rival comme le sien, jusqu'à ce que Henri, sentant la menace d'un bâtard réclamant sa part, ordonne l'élimination. J'ai pleuré cette nuit-là. Non de tristesse, mais de rage pure. Un feu qui consumait les dernières bribes d'innocence en moi. Étais-je une Duval, une héritière maudite? Née pour haïr ceux qui portaient mon sang, le miroir de mon appartement me renvoyait un visage durci. Des rides précoces gravées par la prison et la trahison. Vengeance pour qui? Élise, me suis-je demandé. Pour Jacques. L'homme honorable sacrifié? Pour ma mère. Morte d'un cancer en silence. Emportant ses secrets dans la tombe de Père Lachaise? Ou pour moi? Élise Moreau. L'orpheline fabriquée qui avait tout perdu pour un amour faux? Le lendemain, j'ai décidé de frapper le cœur du monstre, l'Empire Duval lui-même. Henri était mort depuis 10 ans. Emporté par un infarctus, karma. Peut-être, mais son legs vivait dans les tours de verre de la Défense. Un labyrinthe de béton et d'acier qui dominait l'horizon comme un phallus de pouvoir. La holding familiale, Duval Industries, était dirigée par un conseil d'administration de pantins, cousins éloignés, avocats véreux, et une veuve acariâtre nommée Tante Clotilde, qui avait toujours su pour les bâtards mais fermé les yeux pour un chalet en Savoie.
J'ai approché Clotilde sous mon alias, Claire Dupont. Prétendant être une journaliste freelance pour un dossier sur les dynasties industrielles françaises. Rendez-vous pris dans son hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine. Un mausolée de velours et de portraits ancestraux. Elle m'a reçu dans un salon aux meubles Louis XV. Un chat siamois ronronnant sur ses genoux comme un familier diabolique. Que voulez-vous savoir, mademoiselle? A-t-elle susurré, ses yeux myopes plissés derrière des lunettes en écaille. Tout. J'ai commencé par des questions anodines, l'ascension d'Henri, ses conquêtes ouvrières, ses accidents regrettables. Clotilde a ri. Un rire de gorge rauque comme un corbeau. Henri était un loup. Ma chère. Il mangeait ou était mangé. Étienne, un chiot trop curieux. Jacques Moreau, un obstacle mineur. Mon cœur a bondi. Mais j'ai gardé mon masque. Et les rumeurs de bâtards. Elle a haussé les épaules. Des fantômes. Paris est pleine de ces ombres. Mais si l'une d'elles revenait, eh bien, nous saurions l'accueillir. C'était l'ouverture. J'ai sorti une photo de moi enfant, retouchée pour ressembler à une gamine anonyme. Et si cette ombre avait un visage? Ses yeux se sont agrandis, puis rétrécis en fente calculatrice. Combien? A-t-elle demandé platement. 1 million pour le silence. 2 pour l'héritage partiel. J'ai refusé l'argent, optant pour la reconnaissance, un test ADN discret, un acte notarié la nommant ma tante. Clotilde, pragmatique jusqu'à la moelle, a cédé. Bienvenue dans la famille. Nièce. Mais souviens-toi, les Duval ne pardonnent pas. Avec ce papier en poche, j'ai lancé l'assaut final. Une conférence de presse improvisée devant les grilles de la Défense, entourée de journalistes affamés et de caméras de BFM. Je suis Élise Duval, fille illégitime d'Henri Duval, et je réclame justice pour les morts qu'il a causées. Preuves en main, ADN, dossiers exhumés, témoignages de Raoul déguisé en ouvrier repentant. Le Conseil a paniqué. Action en chute libre. Enquête fédérale lancée. Tante Clotilde a fui à Genève. Ses comptes gelés comme un vin de Bourgogne mal conservé. Mais Pierre, même mort, me hantait. Dans sa cellule, il avait laissé une lettre, glissée à Julien par un gardien corrompu. Élise, si tu lis ceci, c'est que tu as gagné. Mais sache que je t'aimais, à ma façon tordue. Et que Marc n'était pas le seul serpent. Cherche dans les caves de l'hôtel particulier. Curiosité ou piège. J'ai fouillé. Sous la supervision de Raoul. Lanterne tremblante dans l'air vicié. Là. Des caisses poussiéreuses, journaux intimes d'Henri. Révélant non seulement le meurtre de Jacques, mais un réseau plus vaste, lien avec la pègre italienne. Pot de vin à des ministres. Et pire, ma mère n'était pas la seule victime. Des dizaines de femmes. Des ouvrières enceintes abandonnées ou disparues. La révélation m'a brisé. Étais-je vengeresse ou simple rouage d'un cycle infernal? J'ai publié les journaux. Un torrent de boue qui a noyé Duval Industries. Faillite. Procès collectif. Une marée de plaintes de victimes oubliées. Paris. Ville des Lumières. S'est assombri d'un scandale qui faisait passer l'affaire Bettencourt pour une peccadille. Pourtant, au milieu des ruines, un rayon, Julien. Mon avocat. Devenu amant dans l'urgence des nuits de complot. Ses bras autour de moi. Dans l'île Saint-Louis. Était un refuge fragile. Arrête. Élise. Tu as gagné. Vis maintenant. Mais vivre, après le sang versé. Même métaphoriquement. Comment? Les nuits étaient peuplées de cauchemars, Pierre se relevant de sa tombe. Marc ricanant depuis l'Espagne. Henri me tendant une main paternelle ensanglantée. Le vrai twist vint d'un appel anonyme. Une voix déformée, nièce. C'est Clotilde. Rejoins-moi à Monaco. L'héritage t'attend, mais pas sans prix. Piège ou rédemption. J'y suis allé. Seul. Le cœur battant comme un tambour de la garde républicaine. Dans une suite du hôtel de Paris. Face à la mer Méditerranée scintillante. Elle m'a tendu un coffre, titre de propriété. Compte suisse. Un empire en miettes mais encore viable. Henri voulait un héritier fort. Toi. Tu le hais. Prends-le. Et enterre le passé. J'ai hésité. Accepter. C'était devenir le monstre que j'avais haï. Refuser. C'était renoncer à réparer les vies brisées. J'ai signé. Mais avec une clause. Tout pour une fondation. Au nom de Jacques Moreau. Pour les victimes du travail et de l'ambition dévorante. Clotilde a souri. Un sourire en miroir du mien. Bien joué. Nièce.
tu es une vraie Duval. De retour à Paris. J'ai marché sous la pluie fine de l'avenue des Champs-Élysées. Les lumières floues comme des larmes. Vengeance accomplie. Mais à quel prix? Les journaux titraient « L'héritière vengeresse rachète l'empire paternel ». Et le public? Toujours divisé. Débattait, héroïne ou opportuniste. Julien m'a rejointe ce soir-là. Un bouquet de roses blanches à la main. Mariage? A-t-il murmuré. J'ai ri. Pour la première fois sincèrement. Peut-être. Ou peut-être pas. La vie, après la vengeance, n'est qu'un nouveau chapitre, UAM. Tendu. Imprévisible. Les mois suivants furent une danse sur le fil du rasoir. Un tango macabre avec les ombres de mon passé qui refusaient de s'estomper. La Fondation Moreau, ironie du nom. Puisque j'étais Duval au sang, bourdonnait d'activités. Conférences sur la sécurité au travail dans les amphis de la Sorbonne. Bourses pour les enfants d'ouvriers au Panthéon-Sorbonne. Et des procès collectifs qui faisaient trembler les tours de la Défense comme des feuilles au vent d'automne. J'étais la figure de proue. Élise la rédemptrice. Photographiée en tailleur blanc devant les caméras de France 2. Mon sourire un bouclier contre les flèches des sceptiques. Mais la nuit, quand Paris s'endormait sous son voile de brume, les doutes me rongeaient comme une gangrène. Julien était mon encre. Ce breton solide aux yeux verts qui me rappelait les falaises de ma mère. Nos dîners dans des brasseries du quartier latin étaient des bulles de normalité, escargots grésillants, vin de Chinon, et ces histoires d'audience rocambolesques qui me faisaient rire jusqu'aux larmes. Tu sais, Élise, tu es comme un bon Bordeaux, compliqué, tannique, mais avec une finale divine. Je l'embrassais pour le faire taire. Mais son amour était un baume sur les cicatrices. Pourtant, même lui ne savait pas tout. Pas le rêve récurrent où Pierre me serrait le cou sur le pont des Arts. Son souffle, je t'aime, se muant en gargouillis d'agonie. Et Marc, ce serpent avait glissé entre les mailles du filet. Extradé d'Espagne. Il avait plaidé un deal avec les procureurs de Marseille. Témoignage contre d'anciens complices corses en échange d'une peine réduite. Libéré sous bracelet électronique après 6 mois. Il s'était terré dans une villa de la Côte d'Azur. Écrivant un mémoire incendiaire intitulé « Les jumeaux maudits, mon histoire avec les Duval ». Les extraits fuitaient dans Paris Match, accusation contre Pierre, le faible. Henri, le tyran. Et moi, la manipulatrice. Élise n'était pas une victime. Elle était la reine des araignées. Tissant sa toile pour nous dévorer tous. Le public. Friand de rebondissements. C'est rallumé. Forum Reddit en français bouillonnait de théories. Podcast comme Crime et Amour disséquait mon rôle. Me peignant tantôt en Médée vengeresse. Tantôt en Lady Macbeth parisienne. J'ai ignoré les murmures au début. Me concentrant sur la fondation. Mais quand un colis est arrivé à mon bureau, une boîte anonyme contenant une mèche de cheveux blonds, les miens, teint pour l'infiltration, et une photo de Julien marchant seul dans le marais, j'ai su que Marc contre-attaquait. Raoul. Toujours fidèle. A renforcé la sécurité, caméra aux angles des rues. Un garde du corps discret nommé Bruno. Ex-légionnaire avec un tatouage de loup sur l'avant-bras. Il prépare un coup. Patronne. Les types comme lui ne lâchent pas, ils mordent jusqu'au bout. Le coup vint lors d'une réception à l'Opéra Garnier. Un gala pour la fondation où les élites parisiennes se pavanaient en smoking et robes de couturier. J'étais là. En velours noir Givenchy. Un collier de perles hérité d'Henri, un talisman empoisonné autour de mon cou. Julien à mon bras. Fier comme un coq gaulois. Puis, dans la cohue des escaliers de marbre. Une main sur mon épaule. Marc. Plus maigre. Plus dur. Ses yeux brillants d'une folie contenue. Danse avec moi. Nice. Pour la famille. J'ai reculé. Mais la foule nous pressait. Une valse forcée sur la piste. Sous les lustres de cristal qui pleuvaient des notes de lumière comme des larmes figées. Tu crois avoir gagné, murmurait-il. Son souffle aigre de pastis. Henri a ri de ta mère sur son lit de mort. Une pute bretonne. Disait-il. Et toi? Son erreur génétique. Ces mots étaient des lames. Tailladant les chairs vives. J'ai trébuché. Feignant la faiblesse. Mais ma main a glissé vers la poche de ma robe. Un petit enregistreur. Activé. Prouve-le. Ai-je soufflé? Il a ri. Basculant dans l'aveu, détail cru sur la liaison. L'abandon. Le meurtre commandité. Et maintenant, je vais te briser comme il a brisé. Mais j'avais prévu. Bruno a surgi. Écartant Marc d'un geste fluide. La sécurité de l'opéra l'a évacué. Et l'enregistrement, diffusé en direct via un live Instagram discret, a scellé son sort. Retour en tôle. Cette fois sans deal. Victoire? Oui. Mais amère. Julien m'a serré ce soir-là. Dans les coulisses. C'est fini. Élise.
Laisse aller. Mais finir? La vengeance est une addiction. Un opium plus fort que l'absinthe des poètes maudits. Le twist suivant fut familial. Comme un écho des rois maudits. Une lettre de Suisse. Signée Clotilde. Viens. Nièce. Il y a plus. Un frère. Un frère? Raoul et moi avons filé à Genève. Train de nuit à travers la Bourgogne endormie. Dans un chalet au bord du Léman. Clotilde nous attendait. Ridée comme une pommelette. Un verre de chablis à la main. Antoine. Fils d'Henri et d'une Autrichienne. Caché pendant la guerre. Il dirige une branche secrète de l'Empire, Duval Armement. Vente d'armes en Afrique. Mon sang s'est glacé. Un frère armurier. Trafiquant de mort pour des seigneurs de guerre congolais. Était-ce le monstre ultime? Ou un allié contre les ombres? Clotilde a tendu une photo, un homme de mon âge. Très Duval, anguleux. Yeux bleus comme pierre. Il sait pour toi. Et il veut te rencontrer. Mais attention, les Duval se mangent entre eux. La rencontre eut lieu à Zurich. Dans un café neutre surplombant le lac. Antoine était charmant. Un faux semblant d'aristocrate, costume sur mesure. Accent cosmopolite. Sœur. Quelle surprise délicieuse. Nous avons parlé des heures. Tissant des liens fragiles sur l'oubli paternel. Les mères sacrifiées. Mais sous la surface. Le courant était trouble. Rejoins-moi. Élise. Ensemble. On rachète l'Empire, proprement. Cette fois. Proprement, ses yeux brillaient d'ambition. Et j'ai vu l'ombre d'Henri en lui. J'ai refusé. Bien sûr. Mais il a insisté. Envoyant des cadeaux, un collier de diamants. Un billet pour un opéra à Vienne. Julien s'inquiétait, c'est un piège. Laisse-le. Mais la curiosité. Cette chatte de la boîte de Pandore. Me grattait. J'ai accepté un dîner à Monaco. Escale forcée. Là. Dans la suite de Clotilde. Antoine a révélé sa vraie face. La fondation? Une blague. Tu ruines notre héritage pour des prolos. Rejoins ou péris. Menace voilée. Sous-entendu sur des accidents passés. La confrontation a éclaté comme un orage méditerranéen. J'ai jeté mon verre de champagne à sa figure. Bulles éclatant comme des promesses brisées. Tu es Henri bis. Antoine. Un tueur en col blanc. Il a ri. Sortant un dossier, preuve que ma mère avait été complice. Acceptant de l'argent pour l'avortement, mensonge. Bien sûr. Mais suffisant pour salir. Raoul. En planque dehors. A filmé la scène. De retour à Paris. J'ai lancé l'offensive, article dans Mediapart. Plainte à Interpol pour trafic d'armes. Antoine a fui vers Dubaï. Son empire s'effritant comme du sable. Mais le prix? Un attentat raté, ma voiture sabotée sur le périphérique. Frein coupé comme pour Étienne. J'ai survécu. Grâce à Bruno. Mais Julien. Julien a été enlevé cette nuit-là. Un message gravé sur mon téléphone, ton homme pour ton silence. Le cœur serré. J'ai négocié dans un entrepôt désaffecté de Gennevilliers. Sous la pluie battante. Antoine. Masqué. Tenait Julien attaché. Fini la fondation. Où il meurt. J'ai feint l'accord. Signant un faux chèque. Puis. Le signal, sirène hurlante. Police déboulant grâce à un type de Raoul. Fusillade brève. Antoine arrêté. Menottes au poignet. Julien libéré. Meurtri mais vivant. Dans ses bras. Ce soir-là. J'ai pleuré, pas de joie. Mais d'épuisement. C'est vraiment fini, a-t-il demandé. Pour l'instant. Ai-je murmuré. Paris. Ma ville bien-aimée. Semblait enfin respirer. La fondation prospérait. Les procès avançaient. Et les ombres s'allongeaient sans me toucher. Mais la vengeance. Une fois goûtée. Laisse un arrière-goût de cendre. Étais-je guéri? Ou simplement en pause? L'hiver 2025 s'abattit sur Paris comme un linceul gris. La Seine gonflée par des pluies incessantes qui lavaient les pavés mais non les consciences. La fondation avait pris son envol, un centre de formation ouvrière inauguré à Ivry-sur-Seine. Avec discours de ministres socialistes et applaudissements des syndicats. Moi, Élise Duval-Moreau, j'avais ifné les noms. Un acte de rébellion symbolique était l'icône réticente. Interviewé par Arte dans un documentaire intitulé « Vengeance et rédemption, l'affaire Duval ». Les caméras me caressaient comme des amants curieux. Zoomant sur mon sourire fatigué. Mes yeux qui trahissaient les nuits blanches. « Avez-vous pardonné ?» demandait la journaliste. Une blonde éthérée du nom de Sophie. J'ai hésité. Puis, le pardon est un luxe pour les saints. Moi, je choisis la justice.
Justice. Ce mot sonnait creux désormais. Antoine croupissait à Fleury-Mérogis, attendant un procès pour trafic d'armes qui promettait des années de débat byzantin. Clotilde, ruinée, s'était retirée dans un hospice genevois, écrivant des mémoires venimeux que personne ne publierait. Marc, en isolement, ourdissait des appels qui atterrissaient dans le vide. Et Pierre. Pierre était un souvenir. Un fantôme que je bannissais avec des verres de Calvados solitaires sur mon balcon de l'île Saint-Louis. Julien et moi avions emménagé ensemble, transformant l'appartement en nid douillet, livres empilés jusqu'au plafond. Une cuisine où il tentait des crêpes bretonnes qui finissaient en rire. Épouse-moi, Élise. Fais de moi ton complice légitime. Sa demande, un genou à terre devant la tour Eiffel illuminée, m'avait ému aux larmes. J'avais dit oui, imaginant un avenir banal, mariage civil à la mairie du 4e. Lune de miel à la côte basque. Peut-être un enfant aux yeux verts comme les siens. Mais le banal était un mirage pour les comme moi. Marqué au fer de la trahison. Le doute revint avec le printemps. Quand un mail anonyme atterrit dans ma boîte, tu n'es pas la seule bâtarde. Il y en a d'autres. Cherche à Brest. Brest. Le port natal de ma mère. Ville de vents salés et de souvenirs enfouis. Julien a froncé les sourcils. Un piège. Élise. Laisse les morts reposer. Mais le sang appelait le sang. J'ai pris le TGV. Seul. Laissant Raoul en planque à Paris. Brest était un choc, grisaille océanique. Chantier naval rouillé. Un air iodé qui piquait les poumons comme un reproche. J'ai retrouvé l'expéditrice dans un café face à la rade, une femme d'une 50aine d'années. Cheveux grisonnants noués en chignon sévère. Nommée Marie Le Goff. Je suis la demi-sœur de ta mère. Et la fille d'Henri. Comme toi. Son histoire coula comme un torrent, violée par Henri lors d'un voyage d'affaires en 1970. Abandonnée enceinte. Élevée dans la honte bretonne. Il y en a 5 comme nous. Élise. 5 filles éparpillées comme des graines au vent. Les 5 filles du Val. Nous nous réunîmes en secret. Un conventicule de femmes brisées, Marie la Bretonne. Sophia l'Italienne de Turin. Léna l'Allemande de Berlin. Echa la Marocaine de Casablanca. Et moi. La Parisienne. Chacune avec son cicatrice, avortement forcé. Suicides familiaux. Vie volée. Il nous a créés pour les détruire. Murmura Sophia. Ses yeux noirs flamboyants. Ensemble. Nous avons forgé un pacte, non vengeance. Mais restitution. Une classe-action monstre contre les restes de l'Empire du Val. Réclamant non-argent. Mais vérité, plaque commémorative sur les chantiers. Bourse au nom de nos mères. Un musée de la mémoire ouvrière à la Défense. Le procès fut un cirque, juge incrédule. Avocat en sueur. Médias en transe. Les filles de l'ombre contre l'Empire du Val, titré Libération. Antoine. Depuis sa cellule. Hurla par visioconférence, mensonge, hybride de putain. Mais les ADN ne mentaient pas. 5 profils génétiques. Un labyrinthe de trahison paternelle. La cour trancha, l'Empire dissous. Actifs redistribués à la Fondation élargie, désormais Fondation des filles oubliées. Victoire collective. Mais personnelle, les sœurs devinrent ma famille choisie, dîner à Paris où Marie cuisinait des galettes saucisses. Sophia chantait des airs de Verdi. Léna contait des blagues prussiennes sèches. Julien s'intégra, adoptant 5 tantes d'un coup avec bonne humeur. Ton harem de vengeresse me terrifie. Plaisantait-il. Mais sous les rires. La tension persistait. Marc. Libéré sur conditionnel pour bonne conduite. Rôdait, lettres empoisonnées. Ombre dans les rues. Le climax arriva un soir d'été. Lors de notre mariage civil. Mairie du 4e. Sous un soleil qui dardait les toits de zinc. Julien en costume bleu. Moi en robe ivoire simple. Les filles en témoins fleuris. Puis, au milieu des oui. La porte s'ouvrit, Marc. Échevelé. Un couteau à la main. Pour Pierre. Pour Antoine. Pour Henri. Hurla-t-il. Se jetant vers moi. Chaos, cri. Chaise renversée. Bruno le plaquant au sol d'un plaquage rugby. Le couteau glissa. Entaillant mon bras, une égratignure superficielle. Mais symbolique. Sang du Val coulant sur le marbre républicain. Arrêté sur le champ. Marc cracha ses dernières vérités en garde à vue. Tu es le diable. Élise. Tu as détruit une lignée pour ton utérus amère. Le public. Apprenant l'attaque via les réseaux. Explosa. Pétition pour sa castration chimique. Manifestation pro-femme place de la Concorde. Divisée. Toujours, elle a provoqué, contre justice pour les survivantes. Julien et moi partîmes en lune de miel à Belle-Île.
Il bretonne battu par les vagues. Là, sur les falaises, face à l'Atlantique rugissant, je lui confiais tout, les doutes, les rêves sanglants, le poids du nom Duval. Je t'aime malgré ça, murmura-t-il. Et pour la première fois, je crus en un avenir sans poison. Mais le twist final guettait, comme un coup de théâtre de Molière. Un test ADN tardif, commandé par une des filles, j'étais pas Duval. Une erreur de labo. Ou pire, une manipulation d'Antoine pour me lier au clan. Ma vraie lignée, une branche modeste. Des artisans parisiens sans tache. Henri n'était qu'un fantôme fabriqué. Ma mère une victime innocente d'un mensonge plus grand. Libéré du sang maudit. Je ris, un rire clair. Libérateur. La fondation continua. Les sœurs restèrent. Julien dormit paisible à mes côtés. Vengeance, un chapitre clos. Mais Paris, éternel, murmurait, et si c'était recommencé? L'automne suivant enveloppa Paris d'un manteau ocre. Les feuilles des Tuileries craquant sous les pas des amoureux insouciants. Mon bras cicatrisé portait une fine ligne blanche. Un tatouage discret de la lame de Marc, un rappel. Non de haine, mais de résilience. Le procès de ce dernier fut expéditif, perpétuité pour tentative de meurtre. Aggravé par son passé. Dans la salle comble du palais de justice. Il me fixa une dernière fois. Ses yeux injectés de bile. Tu portes la malédiction. Élise. Même sans le sang. Tu es Duval dans l'âme. J'ai souri. Ce sourire qui avait lancé 1000 tempêtes. Non. Marc. Je suis Moreau. Et libre. Libre. Le mot résonnait comme une cloche de Notre-Dame. Clair et pur. La fondation des filles oubliées s'était muée en empire bienveillant, antenne à Lyon. Marseille. Lille. Formant des milliers d'ouvriers à la sécurité. Finançant des thérapies pour les veuves de chantier. Les 5 filles, nos 5 filles, voyageaient ensemble. Un quatuor de sororité tissé dans le feu, Marie organisant des festivals bretons. Sophia Lobian à Bruxelles pour des lois anti-patriarcat industriel. Léna construisant des mémoriaux en Allemagne. Echa reliant des diasporas maghrébines. Moi, la coordinatrice. L'ancienne vengeresse reconvertie en architecte de paix. Julien et moi attendions un enfant, une surprise de Belle-Île. Conçu sous les étoiles atlantiques. Un petit breton avec des yeux de loup. Plaisantait-il. Sa main sur mon ventre arrondi. Nos soirées étaient domestiques, promenades digestives le long du canal Saint-Martin. Dîner chez des amis avocats où l'on débattait non de scandale. Mais de philosophie, Sartre et son enfer c'est les autres. Ironiquement. Tu as exorcisé ton enfer. Me disait Julien. Peut-être. Ou peut-être l'avais-je simplement déplacé. Antoine. Depuis sa cellule. Tenta un dernier coup, un avocat véreux contactant les filles. Offrant des révélations contre une réduction de peine. Sophia. La plus ardente. Mordit à l'hameçon, rendez-vous à Milan. Dans un café anonyme près du Duomo. Pige, paparazzis. Fuites orchestrées pour salir notre image, les filles du Val, encore des mensonges. Les médias. Ceyenne. Déterrèrent des rumeurs, adultères fictifs. Détournement de fonds imaginaires. Le public. Lassé ou revanchard. Se divisa à nouveau, soutien fidèle contre un cœur de trolls anonymes clamant « Justice pour les Duval opprimés ». J'ai riposté avec élégance française, une conférence TEDx à la Villette. Où je racontais non la vengeance, mais la guérison. La trahison nous forge. Mais le pardon nous libère. J'ai haï. J'ai détruit. Aujourd'hui. Je construis. Applaudissements debout. Viralité sur X, anciennement Twitter. Un raz-de-marée de dons. Antoine. Isolé. Son bras dans la folie. Rumeur de suicide. Démenti. Mais son silence fut notre victoire finale. Clotilde mourut cet hiver-là. Laissant un codicille, un portrait d'Henri. Jeune et beau. Avec une note, il aimait à sa manière tordue. Pardonne pour vivre. Je brûlais le tableau dans un brasero du Luxembourg. Cendre jetée au vent. Pardon, pas pour lui. Mais pour moi, pour la jeune Élise qui avait cru à l'amour de Pierre. À la loyauté des Duval. L'accouchement vint au printemps. Sous un ciel azur qui inonda Paris de joie. Une fille. Prénommée Jeanne. Pour l'arc et la révolte. Ses yeux, verts comme les miens. Ou ceux de Julien. Peu importe, elle était nôtre. Un pont vers l'avenir. Les filles vinrent. Un cercle de tantes improvisées berçant l'enfant dans des berceuses multilingues. Raoul. Promu oncle d'honneur. Offrit un hochet en argent gravé, contre les ombres. Et Pierre, dans un dernier rituel. J'ai visité sa tombe à Père-Lachaise. Sous les ifs centenaires.
Repose. Mon amour faux. Que ton poison s'évapore. Pas de larmes. Juste inclosure. Comme disent les Américains, mais à la française. Avec une rose noire déposée sur la pierre. Paris. Ma complice éternelle. Bruissait de nouveaux scandales, un ministre corrompu. Une star déchue. Moi, j'écrivais ce récit. Non pour la gloire. Mais pour l'avertissement. La vengeance est un vin capiteux. À siroter avec modération. Trop. Et elle vous noie. Ai-je eu le happy end, ou la bicacéage d'une âme marquée? À vous, lecteur, de trancher. Car dans cette ville des lumières et des ombres, rien n'est jamais tout blanc ou tout noir, juste des nuances de gris. Comme la Seine au crépuscule. Et si un jour, une nouvelle trahison frappe, sourirai-je encore? En signant les petits caractères? Peut-être. Ou peut-être pas. La vie, après tout, est le plus grand twist.